Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, 2 réunions de Banque centrale pour le prix d'une, avec une réunion d'urgence de la Banque centrale européenne qui se tient en ce moment, qui a été annoncée ce matin, moins d'une semaine après le meeting régulier du Conseil des gouverneurs de la BCE la semaine dernière. L'état du monde change très très vite sur les marchés et oblige donc à une discussion d'urgence au sein de la Banque centrale européenne sur la question de l'euro et du risque de fragmentation des marchés obligataires, des coûts de financement entre États souverains au sein de la zone euro, un risque de fragmentation qui s'est déjà matérialisé par un écartement significatif des spreads, comme on les appelle, le spread italien versus Allemagne étant la mesure généralement considérée comme la meilleure du risque de fragmentation en zone euro. Les taux italiens à 10 ans en absolu ont franchi les 4% ces dernières heures. Le spread s'est écarté à plus de 230 points de base. Et donc, la BCE tient en ce moment une réunion d'urgence. Il y aura sans doute une communication à suivre dans les prochaines heures. L'idée étant de déployer ou de dessiner les contours d'un outil anti-fragmentation qui ne se limiterait pas simplement au réinvestissement du PEP, le programme d'achat d'urgence pandémique. C'est une première ligne de défense, mais il faut en bâtir une autre, selon les commentaires et les sources au sein de la BCE qui ont pu transparaître ce matin. On voit des phénomènes de resserrement des spreads et l'euro qui rebondit à la suite de l'annonce de cette réunion d'urgence de la Banque centrale européenne. Et puis un meeting régulier pour les banquiers centraux américains avec une décision très attendue ce soir et un spectre très large du champ des possibles, 50, 75, 100 points de base, pourquoi pas. Tout devient possible désormais pour la Banque centrale européenne après une dernière marque d'inflation publiée en fin de semaine dernière pour le mois de mai qui a ranimé le stress sur l'idée d'une inflation qui, loin de décélérer, continue même peut-être de se diffuser largement dans l'économie. Décision de la Fed donc à suivre ce soir à 20h dans un contexte de marché compliqué, même si on note une tentative de stabilisation aujourd'hui de la part des marchés européens à mi-séance. Vous aurez les détails dans un instant avec Alix Nguyen et puis nous parlerons évidemment de la situation de marché et de quelques recommandations stratégiques peut-être pour essayer de passer tranquillement un été qui s'annonce chaud sur les marchés. Des marchés qui restent quand même sous le coup d'une série de séances très négatives avec un gros sell-off lundi sur les marchés américains. On tente de reprendre pied en ce milieu de semaine d'échéance trimestrielle, rappelons-le également, avec un peu de vert à mi-séance pour les indices européens. Le résumé du jour avec Alix Nguyen. Après avoir cédé plus de 5% ces 3 derniers jours, la bourse de Paris tente de se stabiliser à la mi-journée. L'indice se trouve porté par des rachats à bon compte. La prudence reste cependant le maître mot alors que des décisions de politique monétaire de la Fed se profilent. Si l'hypothèse qui domine reste celle d'un relèvement de taux de 50 points de base, celle d'une hausse de 75 points se propage. Les nouvelles prévisions de l'institution en matière d'évolution future des taux seront surveillés de près. Sur le plan des indicateurs en zone euro, la production industrielle est inférieure aux attentes. Celle-ci a augmenté de 0,4% en avril, après une baisse d'1,4% le mois précédent. Et puis toujours en zone euro, la balance commerciale se creuse encore en avril. Elle s'est établie à moins 31,7 milliards d'euros en avril, soit en baisse par rapport à mars. À noter que cet après-midi seront publiés aux États-Unis l'indice Empire State de la Fed de New York, les ventes de détail, les prix à l'importation et les stocks des entreprises. On relève aussi qu'après la forte correction d'hier, les mouvements sont désormais plus limités sur le marché obligataire. Sur le marché des changes, le dollar se tasse légèrement face à l'euro. Dans l'actualité, des sociétés, Euronext annonce avoir bouclé avec succès la migration de son centre de données historique de Basildon au Royaume-Uni vers un nouveau site basé à Bergame en Italie. Air Liquide et le groupe ADP annoncent
annoncent pour leur part un projet de création de la première coentreprise d'ingénierie spécialisée dans l'accompagnement des aéroports pour leur projet d'intégration de l'hydrogène dans leurs infrastructures. L'IF annonce avoir conclu un protocole d'accord avec les chantiers de l'Atlantique pour le développement de plateformes de production d'hydrogène sur des parcs éoliens en mer. Et puis Total Energy indique s'associer à la compagnie des bois du Gabon avec pour objectif de développer un nouveau modèle de gestion forestière. Tendance, mon ami, les infos clés de marché 2 fois par jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen. Parlons de la situation des marchés avec 2 invités qui nous accompagnent pour cette demi-heure. Nicolas Chéron avec nous en plateau, stratégiste pour Zone Bourse. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être là. Et Patrick Guérin avec nous également en plateau, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Bonjour Patrick. Bonjour Guillaume. Je commence avec vous Patrick. Souvent, les histoires de marché ont 2 versions ou 2 lectures possibles. Quelle est la lecture que vous faites là, de l'agitation autour des banques centrales en ce jour précis, réunion d'urgence à la Banque Centrale Européenne sur la question de la fragmentation et des spreads, réunion prévue évidemment de la Fed, mais avec l'idée que on est peut-être prêt à ne pas tenir la parole donnée, c'est-à-dire l'idée des 50 points de base qui avaient été balisés, mais peut-être qu'il faudra en faire plus, comme le demande le marché aujourd'hui. Est-ce qu'on se dit... les banques centrales sont flexibles, agiles, capables de s'ajuster à des risques de marché qui évoluent très rapidement, d'un jour à l'autre, la situation peut changer. Est-ce qu'on se dit les banques centrales sont peut-être en train de paniquer, de perdre le contrôle du narratif de l'inflation ? Je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que les banques centrales sont en train de paniquer, mais ce que je peux en effet confirmer, c'est qu'elles sont dans la plus grande des difficultés. La dernière livraison des statistiques de l'inflation aux États-Unis, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Grégoire, était absolument désastreuse. 8,6% en annualisé, c'est insoutenable. C'est insoutenable pour les banquiers centraux, c'est insoutenable aussi pour les pouvoirs politiques américains. Donc il faut impérativement qu'elles montrent leur capacité à essayer de faire quelque chose. Je dis bien essayer parce qu'elles ont un moyen d'intervenir sur la demande, pas sur l'offre, on le sait. Et par exemple, la hausse du prix du pétrole, c'est quelque chose qu'elles ne contrôlent absolument pas et qui participe de la hausse de l'indice. Donc la seule façon pour la Banque centrale, c'est effectivement de montrer qu'elle est capable d'accompagner en remontant ses taux. Et toute la difficulté, c'est de savoir jusqu'où, combien. Vous l'avez dit aussi, les futurs sur les Fed Funds, pratiquement à 100% aujourd'hui, s'attendent à une hausse de 75 bips. Ouais. Quand la Banque centrale, il y a encore quelques jours, communiqué sur 50 points de bips, mais pas plus. Ouais. Alors, de toute façon, 0,50 et 0,75, ça sera mal apprécié. 0,50, il y aura suffisamment de gens pour dire que ce n'est pas suffisant, qu'il n'y a pas d'accompagnement de la hausse de l'inflation. Et 0,75, il y aura toujours des contempteurs pour dire que c'est trop tard. Ouais. Il fallait anticiper. Donc le marché jugera. On verra après la décision et après le discours d'accompagnement traditionnel de M. Powell, quelle sera la sanction des investisseurs. Aujourd'hui, tout le monde à peu près s'accorde à dire que de toute façon, 0,50 ou 0,75, ça ne sera pas apprécié. Ouais. Donc voilà, on est servi. Il n'y a pas de bonne décision ce soir pour la Fed. Il n'y a pas de bonne décision pour la Fed. Il n'y a que des mauvaises décisions. Ouais. Mais il y a une décision à prendre, quoi qu'il en soit. Et en tout état de cause, aujourd'hui, au moment où on se parle, l'hypothèse d'une pause sur la hausse des taux dans les 2 ou 3 mois à venir... Oui, c'est fini. Fini, terminé. Oui. Finito. C'est bien de le rappeler. Oui, donc c'est bien de le rappeler aussi. Oui. Donc, non, ce qui est gênant, c'est... on verra tactiquement le choix de la Fed ce soir et la réaction de marché. Ce sera un élément quand même très intéressant à apprécier. Mais dites, le sujet, c'est sur le long terme. Ouais. Jusqu'où la Fed... pourra-t-elle, voudra-t-elle aller dans la normalisation de sa politique monétaire ? Mais là aussi, de ce point de vue-là, les choses bougent très très vite. Dernière réunion début mai, le taux terminal du cycle de resserrement de la Fed, il est identifié, allez, on va dire autour de 3% par les marchés. Et la Fed lutte pas contre ce pricing. Le marché voit désormais un taux terminal autour de 4%. Oui. En un mois, ça bouge très très vite. Pour la raison que la construction de l'indice d'inflation, il n'est pas seulement à la main de la Fed ou à la main de ce qu'elle peut faire pour essayer de le dompter. Donc, en effet, les anticipations ne cessent de progresser. Et donc, comme je le disais, elle court après. Elle essaie de démontrer qu'elle fait tous ses meilleurs efforts pour juguler l'inflation. Mais
mais ces efforts sont limités. Donc les marchés d'actions, en tout cas, l'ont bien compris, puisqu'ils ont réagi avec la vigueur qu'on sait, et vendredi et lundi. Donc c'est pour nous un peu compliqué parce que c'est difficile de tracer des perspectives en réalité. Nous aussi, on suit un peu le marché de l'inflation, l'évolution de l'inflation et la réaction de la Fed. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment beaucoup de signaux positifs dans le marché. Juin, c'est jamais un très bon mois pour les marchés en général. Là, on est servi. On a vraiment, on coche la case. Oui, d'autant que les mois précédents n'ont pas été fameux non plus, en tout cas pour cette année 2022. Si on prend le sujet de la BCE, alors qui a toujours une couche de complexité supplémentaire du fait de l'état institutionnel de la zone économique et monétaire. Et donc, normaliser, c'est bien, mais le coût de la normalisation zone euro, c'est toujours ce risque de fragmentation. Il y a une semaine, la BCE semblait nous dire il y a un arsenal, quelque chose sera prêt, quelque chose sera là au moment où il faudra. Une semaine après, il semble que ce moment est arrivé. Je ne sais pas si techniquement la BCE veut intervenir là sur les marchés dans les heures qui viennent, mais en tout cas, l'heure est venue d'en dire un peu plus aux investisseurs, de donner un peu de substance à cet engagement répété de la BCE à défendre l'intégrité de la zone euro. C'est une question de crédibilité, en effet. C'est-à-dire qu'on est vraiment à la croisée des chemins. La hausse des taux aux États-Unis a des effets de capillarité dans l'ensemble des économies, y compris en Europe. Et bien entendu, les États dont la structure économique est la plus faible, l'Italie, par exemple, subissent le contre-coup de plein fouet. Donc c'est insoutenable d'avoir cet écartement des spreads que vous évoquiez entre le 10 ans allemand, qui est à 1,75 aujourd'hui, et le 10 ans italien, qui est à 4,25, avec un pays dont le déficit est de 180% du PIB. Donc ça veut dire qu'il faut le financer en levant de la dette publique. Alors, heureusement, pour le moment, enfin, je ne sais pas si c'est heureusement d'ailleurs, la dette publique italienne, elle est détenue par les Italiens eux-mêmes, donc il y a déjà moins d'effet de bord. Mais à un moment ou à un autre, pour le budget de l'État, une hausse de taux aussi forte est insoutenable. Donc, l'intervention de la BCE est cruciale. Je ne sais pas vous dire ce qu'il ressortira du conclave qui est en cours. On est tous bien conscients qu'il y a des forces qui vont pas dans le même sens au sein de la BCE pour les raisons juridiques que vous évoquiez. Et on sait traditionnellement que les pays d'Europe du Nord ne sont pas très enclins à sortir de l'argent de leur portefeuille pour aller accompagner la santé fragile de leurs voisins du Sud. Donc, c'est encore une fois, la crédibilité de Mme Lagarde et de son conseil qui est en jeu. On en est rendu à un nouveau moment, whatever it takes. C'était le 2012 de Mario Draghi. 10 ans après, il faut réaffirmer cette promesse et lui donner de la substance. Oui, mais ce qui est compliqué, c'est qu'il y a quelques semaines encore, la BCE communiquait en disant on va progressivement ralentir nos rachats. Et au pied du mur, on change de braquet. Il faut revenir à la situation ex-ante. Alors, pour les investisseurs, c'est un peu rassurant. Ça veut dire que... elle s'ajuste, elle est flexible, elle est agile. Voilà. Ça, c'est la lecture positive. Parce que mais c'est celle que retient le marché aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer non plus, Patrick. Les spreads se resserrent un peu et l'euro rebondit un petit peu. Il était reparti violemment à la baisse. Très violemment en quelques jours. Mais c'est... quelque chose qui, en soi, n'apporte pas forcément non plus que des éléments positifs, puisqu'on était tous à peu près d'accord pour dire que c'était plutôt raisonnable que de dire que la BCE, comme d'ailleurs la Fed, devait réduire son bilan. On n'est pas sur ce chemin-là. Bon, en termes de gestion, de stratégie, quel type de nouvelles est-ce qu'on peut espérer qui permettrait, parce que on en discutait avant l'émission entre nous, mais un des facteurs qui explique aussi beaucoup de la baisse des marchés, c'est le sentiment, c'est les flux très négatifs. Il y a beaucoup de facteurs techniques, entre guillemets, qui pèsent très lourdement là, sur l'ambiance de marché, alors qu'on a déjà perdu 20% et plus sur un indice majeur comme le S&P 500. Est-ce qu'on arrive à un moment où il y a des décisions à prendre, Patrick ? Déjà, il y a un constat, c'est que si le S&P 500 continue à baisser, ça va être compliqué pour les autres indices de résister. Oui.
Oui. Bon, ça, c'est la réalité. Ça reste la référence. C'est la référence. Hein. On a vu, par exemple, comment ça s'est traduit sur les marchés chinois, où on a eu une petite embellie. Mais si on reste dans un bear market aux États-Unis, je ne vois pas très bien comment on ne sortira pas du bear market chinois. Pas tout seul. Oui. Pas tout seul. D'accord. Maintenant, il faut des signaux, en effet, des signaux positifs. Alors, il peut y en avoir plusieurs. Ce n'est pas extrapolé que de dire que dans l'hypothèse d'un apaisement du conflit russo-ukrainien, qu'on appelle tous de nos voeux, bien entendu, ça se traduise par un soulagement pour les investisseurs. Incontestablement, ça sera un effet positif. On ne peut pas savoir si ça aura lieu, mais ça sera un effet positif. Une décélération de l'inflation, même minime, sera aussi un signal qui sera scruté, vous l'imaginez bien, avec beaucoup d'attention. L'évolution de la situation sanitaire en Chine, également, sera un élément positif. Donc, si ça s'améliore, j'entends, bien entendu. Donc, on va regarder ça avec attention et on en traduira des conclusions et surtout des applications pratiques dans les portefeuilles de nos clients, puisqu'aujourd'hui, on a choisi depuis le début du mois de mars, j'avais eu l'occasion de vous l'indiquer, d'adopter une position vraiment sous-pondérée sur les actions et de conserver une poche de cash suffisante pour être opportuniste. Alors, on saisira les opportunités, si opportunité il y a. Oui, c'est ça. Mais pour l'instant, vous restez sur les recommandations du mois de mars, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de revenir à plus de pondération action que... Tactiquement, non. Tactiquement, non. C'est pour nous une façon de gérer, justement, que ne pas investir. Oui, c'est une décision de gestion. Merci beaucoup, Patrick. Avec Patrick plaisir. Guérin, qui était avec nous en plateau, directeur de la gestion de Bordier et compagnie. Merci, Grégoire. Poursuit cette discussion de marché avec Nicolas Chéron, je le rappelle, à nos côtés en plateau également aujourd'hui, stratégiste pour Zone Bourse. Un commentaire sur la situation de marché, l'analyse de marché, on en a discuté déjà avec Patrick Guérin. Nicolas, qu'est-ce qui vous fait réagir? Qu'est-ce qui vous intéresse là dans cette journée de marché? Chaque journée se suffit à elle-même en ce moment, donc prenons les informations les unes après les autres. On pouvait se douter début 2022 que ce ne serait pas une année facile, mais là, ça devient pénible. Et on sent qu'il y a une déprime qui s'installe, que ce soit chez vous et moi, au quotidien. Non, mais le sentiment joue un rôle important. Il y a le sentiment des gérants, il y a le sentiment des commentaires, des commentateurs, il y a le sentiment du public, des acteurs. Et c'est vrai qu'en ce moment, on sent vraiment une déprime. On voit un peu tout en noir. Voilà, on sent qu'on est un peu sur le fil du rasoir, un marché qui est lourd et qui en plus est très peu liquide, donc qui peut aller très vite dans un sens et dans un autre. Alors c'est vrai que si vous osiez évoquer les petites portes de sortie, voilà, c'est un marché, on en avait d'ailleurs parlé ensemble il y a un mois et demi, 2 mois, où typiquement on peut avoir des contre-pieds relativement violents et des bear market rally, les fameux rallyes haussiers qui s'intègrent à l'intérieur d'une dynamique baissière de moyen terme. Donc, on l'a déjà vu, c'était, redonnez-moi, au mois de mars, là, on avait repris... Alors, au mois de mars, donc on fait un creux, c'est fin février, tout début mars sur le 440, on regagne 19%. D'accord. En ligne droite. D'accord. Ce choc-là, c'était un choc qui a cassé la dynamique haussière de moyen-long terme et qui nous a rendus, on va dire, plus neutres. Et après ce choc-là, on a eu une deuxième lame de fond, qui est la lame de fond, inflation trop élevée, les banques centrales vont devoir agir plus que prévu. Et on est en train de rajouter un peu de poids sur le moral et sur les indices, parce que à ce climat où on passe d'un marché haussier à au mieux un marché neutre, on va dire en Europe, et un marché correctif aux États-Unis, on est en train de rajouter les risques récessifs, peut-être un ralentissement plus rapide que prévu, et donc de se retrouver dans un marché où on a des banques centrales coincées, obligées de monter des taux d'intérêt, d'accélérer le risque récessif, et de venir un peu abîmer micro et macro à cause de cela. Et donc techniquement, là, quand... alors je sais que l'idée de bear market est un consensus de marché qui n'a pas d'autre valeur. À moins 19, on n'est pas mieux qu'à moins 21 sur un indice. Mais quand même, est-ce que ça change quelque chose? Vous le disiez, ces rebonds de bear market... D'ailleurs, comment il faut le jouer quand on est investisseur? C'est un risque à la hausse qu'il faut prendre en compte,
Ça veut dire que c'est compliqué également d'être très short, y compris dans un marché baissier. Ouais. Même quand le marché est baissier. En fait, c'est extrêmement complexe. Ça limite le champ des actions de marché possibles. C'est extrêmement complexe parce que les investisseurs qui étaient trop investis, qui voient le marché rebondir, se disent « Ah bah c'est bon ». Et puis en 4 jours, on retrace tout et de nouveau, c'est la panique qui s'installe et on se dit « Ah bah j'aurais peut-être dû alléger » et puis on est un peu coincé par le marché. Donc c'est très dur pour notamment ceux qui sont rentrés sur les marchés ces 2-3 dernières années. Ouais. Parce qu'avant, c'était le marché baisse de 10-15, hop, ça repart. Et là... Il y a des valeurs qui baissent, qui rebondissent, il y en a d'autres qui baissent, qui ne rebondissent pas. Donc en plus, il faut être extrêmement sélectif. C'est un marché de traders. Franchement, c'est un marché de traders, de professionnels, de gens qui sont devant leurs écrans et qui vont essayer, en fait, avec le trading et peut-être parfois des positions baissières, de venir, combler une partie des pertes faites sur les positions de moyen terme. Ouais. Mais l'investisseur particulier qui ne peut pas être devant les marchés au quotidien, etc., gère, on va dire, son assiette globale et son risque pour pouvoir dormir tranquillement le soir, mais, comme vous le disiez très justement, a tout intérêt à lever le pied et à moins intervenir dans ce type de marché. Le concept du bear market, pas bear market, etc., c'est spécial parce que même si le Nasdaq a perdu 30%, il n'est même pas revenu sur ses records d'avant Covid. Entre le point bas du Covid et le point haut, je ne connais plus la performance, je crois que c'est 80% de hausse en 18 mois. Quasiment doublé. Donc, on peut perdre encore 10-15% que sur les graphiques de long terme. C'est juste une respiration légitime après un mouvement haussier spectaculaire, oui, exceptionnel. Exceptionnel. On a tout trop gonflé. On a trop gonflé les cryptos, on a trop gonflé les actions, on a trop gonflé l'économie, on a lancé la locomotive un peu trop vite. Et puis là, d'un coup, on voit toutes les poches des marchés, toute la spéculation. Une phase de décompression, décompensation après le boom post-Covid. Complètement. Donc, on est dans un retour à la normale. Alors, c'est vrai que quand on passe d'une euphorie à la normale, bah, ça engendre ce sentiment de déprime. Quand je regarde le CAC 40, bah ça va. Je veux dire, on est à 6000 points. Ouais. On a perdu 15% par rapport au plus haut. 15% alors qu'on nous dépeint un cadre où on devrait être à 5000 ou 4500 points. Ouais. Alors, est-ce que ce risque est plus important aujourd'hui ? Ça veut dire qu'on peut perdre 15%. Est-ce que c'est ça le nouveau risque ? Voilà, ça veut dire qu'on peut perdre 15% très, très vite. On en avait parlé aussi la dernière fois parce que de toute façon, on est dans un marché qui se cherche depuis des mois, donc c'est toujours la même chose. On peut avoir une capitulation parce qu'on a des marchés qui sont sur des niveaux horizontaux majeurs. On a les banques centrales au tournant, on a les échéances trimestrielles. Donc, s'il y a une semaine où on doit tout casser, c'est ça. Celle-ci. Ou le début de la semaine prochaine. Et si on casse tout, ça peut aller très vite parce qu'il y a ce manque de liquidité dans les marchés. Et on peut très vite perdre 10-15%, mais ce qui ne serait pas une mauvaise chose parce qu'enfin, on assisterait peut-être à de la capitulation. Souvent, quand on a le début de la baisse, on est dans le déni. Les gens ne veulent pas couper leur position. Je vous avais expliqué il y a un mois que même si des indicateurs de sentiment comme le Fear and Greed Index de CNN étaient très bas, et qu'on pouvait se dire ça va rebondir, etc., comme d'habitude. En fait, non. Il faut regarder le positionnement des investisseurs. Et ils n'ont rien coupé. Non. Et donc, ce qu'il faut pour qu'un marché rebondisse, c'est que les particuliers sortent. À force de déprimer, à force d'avoir peur, à force d'entendre que ça va être une récession. C'est la réalité implacable, terrible des marchés. Ils vont sortir. Et c'est à ce moment-là qu'on a de la forte chute, des volumes historiques, une capitulation et qu'on peut peut-être trouver un point. C'est pour ça que la situation, sans capitulation, la situation ne change pas. Bah oui. Une capitulation, ça peut permettre peut-être de changer la dynamique, de changer la situation et les perspectives pour les marchés. On pourra se dire que c'est fait. On pourra atteindre les objectifs de tous les analystes de Wall Street qui désormais sont d'accord pour 3400 points sur le S&P, donc 10% de baisse supplémentaire par rapport au cours actuel. S&P 3004, c'est le niveau pré-Covid. Voilà. Donc ça, on aurait effacé les 2 ans de Covid, mars 2020, mars 2020. C'est pas... Alors ça fait mal dans certains portefeuilles. C'est là où il faut être diversifié. C'est là où l'investisseur rentré sur les marchés en 2020 sur les sociétés de croissance est à moins 80% déjà. Donc c'est là aussi où on est content d'être en France. Parce que on a l'effet euro certes, mais on a un CAC 40 qui perd 16%, qui se tient bien.
En fait, moi, ce que je vous dis depuis des mois, c'est on a au mieux un range, une latéralisation horizontale. Et aujourd'hui, le risque, c'est quand même qu'on traverse un peu à la baisse. Et au pire, mais c'est un pire qui a aussi des bons Oui, côtés. oui, je comprends. On y va et puis c'est fait. Oui, et oui. en fait, c'est d'être dans cette situation d'attente toutes les semaines C'est usant. qui nous use. et donc, il faut se détacher un peu des écrans et attendre des événements. Alors juste pour enchaîner là-dessus, Nicolas, de manière assez pratico-pratique, quand on est un investisseur et pas forcément un trader, les traders, ils seront devant leurs écrans, ils prennent leurs responsabilités. Mais quand on est un investisseur, qu'on veut gérer son risque, qu'on ne veut pas non plus totalement déserter les marchés actions parce qu'on se dit que c'est quand même là, sur le long terme, où il y a le plus d'espérance de gain et qu'il y a peut-être d'ailleurs des opportunités spécifiques à saisir aujourd'hui. C'est quoi les 2-3 règles clés, règles d'or, là, pour celui qui pourra profiter un peu de vacances cet été et qui n'a pas envie de passer toute la journée sur son écran de téléphone? Alors, je dirais que d'abord, il faut poser la question du profil de l'investisseur. Est-ce que c'est un investisseur plutôt dynamique qui faisait un peu de temps en temps du trading, des achats de creux en 2020-2021, auquel cas, lui, doit clairement lever le pied? Est-ce que c'est un investisseur qui avait un petit peu dérisqué en début d'année, qui est globalement diversifié et qui, lui, en fait, ne doit pas tant bouger que ça? Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Il y a aussi beaucoup d'investisseurs débutants, notamment des jeunes, qui sont rentrés en 2020-21 pour faire une méthode qu'on appelle le dollar cost average, le DCA. C'est des achats mensuels programmés. Et beaucoup d'entre eux me disent, les marchés chutent, faut-il que j'arrête mon programme d'achat? Que je continue d'acheter ou pas? Voilà. Alors qu'en fait, la définition même de ce programme de long terme, d'investissement de long terme, c'est de se dire, de toute façon, on passe les crises, de toute façon, le marché est rémunérateur, et sur 120 ans, c'est le plus rémunérateur de tous. Donc, on va même profiter de la crise, du marasme, pour continuer d'empiler les positions, de faire grossir sa poche investissement action sur le long terme. Et en théorie, on doit voir les crises, les baisses, les récessions comme des bonnes occasions d'acheter. On n'arrête pas les programmes d'investissement. D'acheter des bons titres. Après, nous, chez Zone Bourse, on va dire, gelé les portefeuilles, un peu comme ce que vous disiez avant, en attendant d'avoir des signaux de marché. On sent que l'énergie commence un petit peu à patiner. Le secteur de l'énergie. Oui. On a vu le pétrole WTI hier toucher les $124. C'est son plus haut annuel en cours de clôture. Si ça passe pas là et qu'on refluait, l'énergie qui est beaucoup montée et où certains ont pu faire des gains, peut aussi vite corriger. Donc peut-être, si on a fait de l'énergie, prendre des gains sur l'énergie ou mettre des stops de protection pour couper la position et valider des gains si le marché se retourne. Et puis garder une poche de cash, parce qu'on n'a pas envie d'être sur nos iPhones à la plage. Non, et que, surtout pas. Après les 6 mois qu'on vient de vivre, laisser les iPhones à la maison. Il faut qu'on se détende. L'investisseur ne doit pas forcer. Voilà. Bon, semaine décisive, et puis on suivra évidemment l'été quand même sur les marchés. Smart Bourse sera là pour vous accompagner jusqu'à fin juillet. Petite pause début août, et puis on se retrouvera à partir du 21 août, je crois, pour la rentrée de l'émission. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nicolas Chéron, Zone Bourse, et Patrick Guérin, directeur de la gestion de Bordier et compagnie, qui était avec nous en plateau pour cette demi-heure d'émission. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure complète sur Bismart.